Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Bonjour. Cette semaine, on va évidemment parler du 15 de France, même si parfois on n'a plus les mots. On va se pencher sur la nomination de Brunel et au vu de la performance de Murrayfield, se demander si elle a vraiment changé quelque chose. Puis on passera à Teddy Thomas, éclairci dans le ciel d'hiver des Bleus. Et on terminera en se demandant si Clive Woodward, le sélectionneur de l'Angleterre, championne du monde, a raison, si c'est la pire équipe de France qu'on ait jamais vue. On va évoquer tous ces thèmes réjouissants avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on débriefe vos pronostics que vous nous aviez livrés la semaine dernière pour Écosse-France. Donc ça s'est fini à 32-26 pour l'Écosse. Maxime nous avait pronostiqué un 16-16. Voilà. Clément, un 20-17 pour la France. Encore plus raté. Ouais, mais parce qu'il fallait que je sois en contradiction avec mes petits camarades. Parce que Laurent, lui, avait donné 22-12 pour l'Écosse. Vous étiez tous un petit peu loin, quand même. Ouais, Laurent était le plus proche, finalement. Ouais, plus proche. Le plus lucide. Moi, j'étais pas mal à 10 minutes de la fin, quoi. Très bien, messieurs. Alors, on passe au premier sujet. On revient sur la nomination de Jacques Brunel. En novembre, l'équipe de France était au fond du trou. Marcoussis, c'était Xanaxland. Sur le terrain, c'était Halloween. Même le Japon devenait imbattable. Et tout ça, c'était la faute de Guy Novès, qui était pas assez lol comme sélectionneur. Alors, on l'a viré pour mettre Jacques Brunel, qui lui allait changer la vie. Et ben, ça a grave marché parce qu'il a amené un petit côté démocratie participative qui a ramené les sourires. D'ailleurs, Bernard Laporte l'a encore dit ce week-end, la sinistrose, c'est terminé. Bon, alors, les défaites, c'est moins terminé, en revanche. Tu en tousses, du coup, Alex. Ça, en fait. Jouer n'importe comment aussi, c'est un peu moins terminé. Se faire pénaliser comme des truffes aussi, être dans le rouge aussi. Bref, heureusement que désormais, le groupe vit bien, comme nous l'a rappelé Lionel Boxis. Sinon, on jurerait que rien n'a changé. Alors en vrai, Alex, je sais pas, elle a servi à quoi cette nomination de Brunel, vu qu'avant on perdait et que maintenant on perd? Bon, c'est un sujet un peu complexe. Moi, je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que si Guy Novès avait été maintenu, l'équipe de France serait dans un meilleur état aujourd'hui? Ma conviction, c'est que non, parce que la tournée de novembre avait été tellement catastrophique, avec notamment cette tournée, ce dernier match contre le Japon. Le tout dans une sinistrose, dans une ambiance. Voilà, je pense que l'ancien staff et Guy Novès n'avaient plus les clés pour faire rebondir cette équipe. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des améliorations avec Jacques Brunel aujourd'hui? En termes de résultats, non. En termes de jeu, j'ai la sensation qu'il y a des bribes de choses. Des bribes de choses, c'est vraiment pas beaucoup, mais il y a des petits trucs qui sont mieux qu'en novembre et mieux qu'en juin lors de la tournée en Afrique du Sud. Je pense à la défense contre l'Irlande, même si on a vu contre l'Écosse qu'elle était plus fragile. Je pense à la première mi-temps contre l'Écosse. Je pense que ça, on ne l'avait pas vu en novembre, on ne l'avait pas vu en juin, et que ça fait... Voilà, c'est pas un rebond, mais c'est une petite amélioration qui, malheureusement, ne se concrétise pas au tableau d'affichage parce que, par ailleurs, on traîne tout un tas de choses. Cette équipe traîne sa sinistrose, son manque de talent, les problèmes du rugby français, de confiance, etc. Penser que Jacques Brunel pouvait tout révolutionner en un coup de baguette magique, de toute façon, était complètement illusoire. Enfin, on n'a jamais dit qu'avec Jacques Brunel, la France allait gagner le Grand Chelem dès cette saison, même si lui abordait une sorte de méthode Coué en disant oui, on va jouer la gagne dès ce tournoi, il faut jouer la gagne. Donc ça, c'est un premier point. Parce qu'on lit beaucoup là sur les réseaux sociaux, oui, monsieur Laporte, vous avez mis votre copain, ça change rien. Voilà, encore une fois, penser que ça pouvait tout changer du jour au lendemain, c'était illusoire. Et puis, on l'a déjà dit 150 fois, les mots du rugby français sont tellement profonds que c'est pas ce simple changement-là qui pouvait tout révolutionner. Mais, je rejoins Alex, pour moi, ce changement, il était, quoi qu'il arrive, indispensable. Pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire que
la morosité, l'état d'esprit des Bleus en novembre était tellement... cette équipe était en déliquescence. Voilà, il fallait insuffler quelque chose de nouveau. On l'a vu contre l'Irlande en termes d'enthousiasme, en termes d'envie collective. D'organisation défensive aussi. C'était mieux. Voilà, maintenant, c'est une équipe qui n'a plus la victoire dans son ADN, qui hier, au-delà aussi de la dimension physique, a fait des choses stratégiquement qui sont délirantes, qui n'a pas de maîtrise et qui donc ne sait pas gagner, ne sait plus gagner un match de rugby. Il est urgent que ça revienne et qu'elle enchaîne si possible 2-3 victoires pour retrouver ce sentiment-là. Après, je ne sais pas s'ils ont eux-mêmes cru que Brunel, en 15 jours, 3 semaines de boulot avec l'équipe de France, pouvait changer quelque chose. Mais il y a des exemples de nations qui, avec une génération peu douée de joueurs, réussissent quand même à faire des équipes cohérentes. Donc, les mots du rugby français sont peut-être profonds, comme tu dis, Clément, mais il y a quand même toujours moyen de créer un collectif, un jeu, à même de gagner des matchs, mais c'est sûr que ça prendra du temps. J'ai un ami gallois, là, petite anecdote personnelle, mais qui m'a envoyé un message ce matin, il me dit c'est complètement dingue cette équipe, ça fait des années qu'elle n'est pas la somme de ses talents individuels, et c'est vrai. On a quand même... on n'a plus de joueurs de classe mondiale, ça on le dit souvent, c'est sûr, mais c'est pas des peintres quand même, c'est quand même des joueurs... On en parlera à la fin. C'est quand même des joueurs qui ont du potentiel, mais ça fonctionne pas. Pour vous, oui, Brunel, ça a vraiment insufflé un truc. Il y avait des papiers la semaine dernière qui parlaient de sa méthode et tout. Vous qui voyez les joueurs, toi qui étais, Clem, t'es revenu avec tes petits yeux de Merrifield, t'as vu les joueurs. On sait qu'ils traînaient vraiment ça se répète, une sinistrose, qu'il y en a qui voulaient même plus aller en équipe de France. Là, toi, tu sens quand même qu'il y a un truc ou... Sur le match d'hier, c'est difficile à dire, mais sur la préparation, c'est ce qui semblait ressortir. En tout cas, qu'il y avait une atmosphère un peu plus... souriante, détendue. Le père Fouettard avait quitté Marcoussis et remplacé par Papy Gâteau. Et donc, ça avait l'air de revivre dans cette dimension-là, mais ça suffit pas forcément à gagner des matchs de rugby, la preuve. C'est une première condition, on va dire. Lionel Boxy savait le sourire pendant tout le match, au coup d'envoi. Sauf quand tu ne pouvais pas respirer. Voilà. Ah oui, mais bon. Mais il était, c'est vrai, complètement ravi d'être là. Et malheureusement, quand l'air commence à manquer pour cette équipe et quand le score commence à se resserrer, on a vu qu'elle s'était totalement crispée. Et Clément disait qu'elle ne sait plus gagner, mais effectivement... L'autre jour, sur la chaîne L'équipe, il y a eu la rediff de Irlande-France 2007, à l'époque où la France arrivait à gagner souvent. Et en fait, c'était frappant de voir à quel point cette équipe de France-là, qui traînait derrière elle une habitude de victoire, une confiance, il reste 5 minutes à jouer, elle est menée, elle prend une pénalité, et sur l'envoi, elle va chercher le renvoi, elle arrive à enchaîner des temps de jeu, et puis il y a un match winner qui vient au milieu du terrain, Vincent Clerc, et qui marque en battant 3 défenseurs irlandais. Un peu ce que nous ont fait les Irlandais d'ailleurs la semaine dernière. Mais c'est du vécu, c'est du métier, c'est de la confiance, c'est de l'expérience. Et cette équipe-là, de l'actuelle, elle n'y arrive pas parce qu'elle ne sait plus. Ça fait 331 jours ou quelque chose comme ça. Là, on va arriver au match contre l'Italie. Ça sera quasiment une année entière sans gagner un match. Et ça, c'est de l'imperceptible. C'est imperceptible dans le vécu. Le dernier a été gagné en trichant. Donc... Oui, en plus, il a été gagné dans des conditions particulières. Et puis, à aucun moment, cette équipe a réussi à enchaîner 2 victoires d'affilée. Parce que gagner une fois, c'est bien, mais là, peut-être qu'on battra l'Italie, sans doute, sûrement, il faut l'espérer. Mais derrière, on reçoit l'Angleterre et on va au Pays de Galles. Donc, et puis, on va en Nouvelle-Zélande. Donc, tu peux avoir gagné un match sur les 8 plus 6, 14 derniers. Quoi. Donc là, l'habitude de regagner risque de ne pas arriver tout de suite. Et c'est assez terrible. Et après, ce qu'il faut, puisqu'on parlait du changement d'état d'esprit, d'atmosphère, d'ambiance à Marcoussis, il va falloir voir si les mêmes causes ne vont pas provoquer la même chose, c'est-à-dire que cet engrenage de défaites, puisqu'on, d'une certaine manière, on a remis le bilan à 0, on va dire, avec l'arrivée de Brunel, même si certains joueurs
type Guirado, voilà, on traîne toujours, porte toujours ce fardeau de toutes les défaites précédentes. Mais disons qu'on a remis le compteur à 0. Là, il y en a déjà 2. On a déjà vu dans l'attitude de Jacques Brunel dans les couloirs de Murrayfield hier qu'il était sonné. Enfin, que voilà, et quelques joueurs avec lui, d'ailleurs. Et quelques joueurs avec lui, ouais. Donc est-ce que cette bonne ambiance, heureusement qu'ils vont à Aix-en-Provence, je pense que ça c'est pour préparer le match contre l'Italie à Marseille, ça c'est quelque chose d'important parce que voilà, ils seront pas à Marcoussis, ils seront dans un autre cadre. L'année dernière, ils avaient été à Nice, ils n'avaient pas pu se gagner. Non, mais bon, là ils rentrent en famille, tout ça c'est bien, je pense que c'est positif plutôt qu'ils enchaînent directement sur voilà, encore une semaine de préparation en vase clos. Mais tout ça pour dire que on n'a aucune certitude sur le fait que l'ambiance ne retombe pas, ne revienne pas à ce qu'elle a été avant aussi, quoi. Parce que je disais à Alex ce matin, j'ai quand même un petit peu des pauvres Raconte petits... pas nos discussions personnelles, toi. C'est un peu des pauvres petits chats quand même, on dirait, non? Les joueurs, je disais à Alex, je suis pas sûre qu'Eddie Jones se demande vraiment si ces joueurs sont tout lol, tout mignons, tout cute et tout, c'est trop beau la vie, quoi. Si? Est-ce qu'on les câline pas un peu 25, beaucoup, nous? Donc la question se pose pas vraiment dans les mêmes termes, mais je sais pas si on les câline trop, mais quoi qu'il arrive, il doit veiller à ce qu'il y ait une ambiance positive et chaleureuse dans son équipe. Peut-être pas au point de l'équipe de France aujourd'hui, mais voilà, un membre du staff nous disait la semaine dernière que quand il était arrivé à Marcoussis, il avait été frappé au premier jour du rassemblement par le fait qu'il y avait une chape de plomb sur notamment les anciens et ça se combat, c'est un préalable, c'est inévitable de s'attaquer à ça en fait, et ça mais là, ça suffit fait, pas. Le grand problème, c'est que c'est l'histoire de le fait la poule. Tu dis que c'est un préalable, ça se combat, et en même temps ça ne se combattra qu'en gagnant des matchs, donc c'est... Puis en quittant Marcoussis, parce que ça n'a pas l'air d'être très feng shui apparemment. Marcoussis, ils étaient contents, c'était sous la neige les derniers jours, ouais. Ils avaient l'air heureux, en tout cas sur les photos des réseaux sociaux, ils faisaient semblant d'être heureux de s'entraîner sous la neige. On se souvient que Clermont a construit sa victoire contre les Saracens grâce à une bataille de boules de neige. Donc, C'est vrai, en janvier à Londres. Non, et puis après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le scénario des 2 premiers matchs est particulièrement cruel, quoi. C'est 2 matchs dont on a pensé à un moment qu'on allait les gagner. L'Irlande jusqu'à la 83e, l'Écosse un peu... 70. Ouais, 70, mais on l'a mené longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mené un match quasiment de bout en bout. Donc ce scénario-là est d'autant plus difficile à digérer pour les joueurs. Et ce sera d'autant plus difficile de s'en relever, je pense, avant d'affronter l'Italie. Bon, très bien. Donc, on va passer à quelque chose de plus réjouissant avec le deuxième sujet. Et Teddy Thomas, vous aviez aimé son accélération et son essai de 50 mètres contre l'Irlande. Vous adorez ses accélérations et ses 2 essais contre l'Écosse. Le match avait à peine commencé que l'ailier du Racing faisait parler le talent et les jambes pour un essai qui a pu faire qu'on s'est un petit peu emballé. Perso, j'ai pensé qu'on allait leur en mettre 50 du coup aux Écossais. Mais la naïve. Finalement non. Hein. Mais quand même, Thomas a de nouveau affolé le game avec un deuxième essai. Alors, pour mémoire, Teddy Thomas, il a 24 ans. Il est annoncé à 1m85 et 98 kg. Il est biarro d'origine. Il est monté à la capitale, enfin au Racing, il y a 4 ans. Il a 10 sélections, puisqu'il était déjà de l'Air Saint-André. Mais il a été ralenti par des blessures. Il traîne aussi une petite réputation de petit canaillou. On se souvient qu'il a été sorti d'une liste contre, je sais plus, l'Argentine, je crois, après être arrivé en retard à l'entraînement. Mais dans l'hiver perpétuel que nous proposent les Bleus en attaque, il a un tel arc-en-ciel que tout le monde s'enthousiasme. Notre consultant Fabien Galtier a même lâché ce qu'il fait est rare au niveau international, c'est phénoménal. Alors, il est vraiment phénoménal, Teddy Thomas? Qui veut? Aurélien? Oui et non. C'est le seul joueur de cette équipe de France ces dernières semaines qui avait l'air d'avoir un petit truc sympa à regarder, quoi. C'est un peu systématiquement la même chose, une course de 45 mètres en solo, en funambule. Mais c'est bien. Mais c'est déjà beaucoup. Ça marque des points. Voilà, ouais. Ça marque des points. C'est le genre d'action aussi pour lequel on aime regarder le rugby parfois. Donc ça redonne un peu le sourire aux spectateurs. Et c'est vrai qu'il dégage une impression de vitesse. Ouais, c'est rare. C'est des coups. Mais en fait, c'est comme par exemple l'ailier de Clermont, Raka, quand il a ses 2 genoux. Il est aussi
Voilà, il donne cette impression de pouvoir tout seul, à tout moment, par une étincelle, changer un match, presque le gagner. Donc cet aspect-là, c'est agréable à voir. C'est vrai que son premier essai hier, il est incroyable dans le sens où il reçoit un mauvais ballon, une passe au sol, qu'il est obligé de s'arrêter pour récupérer la balle qui est dans son dos. Et il n'y a strictement rien de fait. Et malgré ça, il humilie Russell, qui est quand même pas... C'est Russell le premier ou c'est Hogg ? Non, c'est Russell le premier, ouais. Qui est quand même pas le premier venu. Puis Hogg. Après, moi, je vais mettre un bémol parce que je trouve que... Bon, alors, c'est formidable. On est d'accord là-dessus. On sent qu'il peut débloquer toutes les situations. Après, il y a des fautes de goût qui, moi, me rendent malade, quoi. C'est-à-dire que hier, il doit en marquer qu'un des deux. Le deuxième, s'il le donne à Doumerou, je préfère. Il arrive en 1 contre 1 il arrive en 3 contre 1 face à l'arrière. Même le premier. Même le premier, mais bon, allez, le premier, disons que... Voilà, on va laisser le début du match. Le premier, a posteriori, tu te dis qu'il est gonflé d'essayer de déborder Hogg, qui n'est pas de la non même plus un manière que peintre. De la même manière que la semaine dernière, il était gonflé d'essayer d'éliminer le Stockdale, le dernier défenseur irlandais, alors qu'il avait Vahamina qui venait au soutien. Sauf que s'il faisait la passe à Vahamina, je suis persuadé qu'il n'y avait pas essayé parce qu'il y avait encore de la distance à parcourir et que lui va plus vite. Mais hier, voilà, moi, cette faute de goût-là, elle m'énerve un peu. Son coup de pied à son jeu au pied est pour moi pas nécessaire, alors qu'il a le soutien intérieur de Doumerou. Et après, bon, bah, en ce moment, il est en pleine réussite. Ledlow se trouve complètement sur son repli défensif et il récupère le ballon, il marque. Donc, voilà, c'est vrai, c'est un petit bémol dans le sens où... ce qui me dérange, c'est pas tant qu'il ne fasse pas la passe, c'est qu'il ne regarde même pas s'il y a quelqu'un à qui faire la passe. Il n'y a pas cette prise d'information-là qui montre, selon moi, que c'est pas un joueur fini, que c'est pas un crack, c'est pas Ioane, c'est pas des joueurs qui ont à la fois les qualités individuelles de Teddy Thomas, mais qui en plus de ça ont la capacité aussi à faire jouer leurs partenaires, quoi. Et s'il arrive à progresser là-dessus, mais bon, il est jeune sans l'être encore complètement, je sais pas s'il pourra combler ces lacunes-là. Alors il deviendrait un joueur incroyable, mais voilà, il y a encore ce manque-là. Ce qui est positif là-dedans, effectivement, il oublie ses partenaires, il ne regarde pas, mais ce qui est positif, c'est qu'il y en a au moins un qui ne se pose pas de questions dans cette équipe. Ça, c'est sûr. Et qui croit en ses qualités. Et qui croit en ses qualités et qui est prêt à prendre des risques, à tenter des coups impossibles. Et j'allais dire, il faut presque l'encourager. Et voilà, en plus, ça donne des choses positives aujourd'hui. Donc bon, tant pis pour les fautes de goût, laissons-le tenter. Après, par rapport à ce que dit Fabien Galtier, est-ce que c'est rare au niveau international aujourd'hui ? Il y en a quand même un paquet d'ailiers qui sont capables de faire des choses impressionnantes. Il y en a en Angleterre. Il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a en Australie. Voilà, je pense qu'aujourd'hui... Parce que ce qu'il voulait dire, Fabien, quand même des mecs qui font qui mettent 3 essais de 50 mètres en 2 matchs internationaux, il n'y en a pas 10 non plus. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, nous, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu un ailier de cette qualité-là, avec cette capacité à marquer aussi fréquemment, 8 essais en 10 matchs, alors que depuis quelques années, dans d'autres pays, on en voit qui enchaînent les essais. Ouais, mais dans des collectifs aussi, dans des collectifs, dans des styles différents. Mais en étant capable de faire des grosses différences. C'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas 10, mais quand même, voilà. Et j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à ces ailiers-là, il est moins complet, moins rempli, mais bon. De toute façon, aujourd'hui, il est revenu à un haut niveau alors qu'on l'attendait plus. Peut-être qu'un jour, on va découvrir un mec constant en défense, constant sous les ballons hauts, que la répétition des blessures va s'arrêter pour lui. Ça, c'est déjà bien parti, ça. Mais c'est un joueur qui, tu parlais de sa mauvaise réputation. Enfin, c'est vrai que cet entraînement raté, enfin ce retard de pas grand-chose, en plus de 5 ou 10 minutes, lui colle à la peau. On a fait un papier sur lui la semaine dernière en interrogeant des proches. Il est en total décalage, en fait, avec cette image-là. C'est un mec qui dégage ce côté nonchalant, alors qu'il est apparemment, dans ce qu'on nous dit, très sérieux à l'entraînement, très impliqué dans sa vie de joueur professionnel. Donc, il a aujourd'hui, ce tournoi est vraiment un tournant pour lui. Il a tout ce qu'il faut pour être. En plus, il a une gueule. Enfin, on est en manque cruel de stars dans cette équipe de France. Il a tout ce qu'il faut pour. Et
Et il ressort d'autant plus que le reste est un marasme collectif. Donc, Après, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même sa deuxième éclosion. Ouais. Et parce que dès ses premières sélections, où il avait fait ce genre d'action en solo impressionnante. 4 essais en 2 matchs, Marseille triplé contre la Fidji. À Marseille et au Stade de France. Triplé contre les Fidji et un essai contre l'Australie. Bon, après, Et il avait été mis en avant tout de suite et Ouais. il le méritait. Et bon, après, il a disparu pour différentes raisons. Mais voilà, est-ce qu'il avait su le gérer? Est-ce qu'à l'époque, il aurait pu répondre à ses attentes? C'est difficile à dire, mais peut-être pas, puisqu'il a disparu. Aujourd'hui, il paraît mieux structuré pour pouvoir confirmer après. Mais dans les articles de la semaine dernière sur lui, ce qui était intéressant, c'était de voir des anciens qui l'encadrent et qui le brusquent un peu quand il faut, notamment Rémi Thalès, je crois, ou Nyanga, qui racontait une anecdote d'un entraînement du Racing où il faisait froid, il neigeait, et lui, il était tout seul sur son aile, sous son cache-nez, personne ne voyait son visage, et voilà, il se cachait sur son aile, il bougeait pas. Bon, il s'est fait engueuler par ses partenaires après, et peut-être que quand il y a eu la neige à Marcoussis cette semaine, là, il a vraiment couru. Et donc c'est ça qui peut lui permettre de... Enfin, moi, je trouve que c'est déjà relativement admirable de réussir à revenir après ce gros creux et cette réputation qui était montée tout de suite au bout de 3 matchs pour reconfirmer 2-3 ans après, c'est qu'il a vraiment quelque chose de spécial. On dit 2 mots de son collègue de l'autre aile, du coup, Vakatawa, parce qu'on des formules de journalistes de dire qu'il y a des fortunes diverses et c'est un peu l'opposé, Vakatawa, de ce qui arrive à Teddy Thomas. Écoutons le Fidjien de la bande. Ouais, il y a plusieurs choses avec Vakatawa. Je suis allé vérifier parce que ça me frappait à l'œil et les chiffres ne mentent pas. On l'annonce aujourd'hui à 101 kilos et il en faisait 97-98 quand il était à la fin de sa carrière à 7 et au début de son retour à 15. Et je pense que ça joue. Clairement, il est lourd, ça se sent dans ses déplacements et il manque de gaz, quoi. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il joue de plus en plus souvent au centre avec le Racing. C'est pour ça qu'il est plus lourd. Où il est d'ailleurs plutôt bon. Et que donc forcément, s'il joue au centre au Racing, il joue plus à l'aile ou moins à l'aile, qu'il y a donc moins de repères, que clairement il est en difficulté, voire en très grande difficulté. Et hier, ça a été vraiment étonnant, quoi, de le voir sombrer, de voir tenter le même petit coup de pied par-dessus pour lui-même, impossible, qu'il ne sait pas faire de toute façon. Quoique je me souviens de l'avoir vu faire au tout début de sa carrière au Racing il y a 6 ans, mais pour le même résultat, c'est-à-dire un coup de pied directement en touche que la semaine précédente contre l'Irlande. Enfin voilà, c'est très très compliqué. Et hier, petite anecdote, je ne sais pas si ça s'est vu à la télé, mais Benjamin Fall s'est chauffé dès la mi-temps et on était persuadé en tribune que Benjamin Fall allait rentrer à la 45e ou à la 50e. Enfin, ça ne faisait aucun doute quand on voyait ce joueur en difficulté. Parce qu'en plus, dans la semaine, il avait été question que Benjamin Fall prenne la place de Vakatawa. Ouais. Et sentiment encore renforcé par on ne savait pas si c'était des crampes ou une pointe. Enfin, Vakatawa s'est fait soigner autour de la 55e, je dirais, de mémoire. S'est fait poser de la glace et tout. Enfin bref, il n'est finalement sorti que très tard dans le match. Incompréhensible. C'est une vraie question de coaching pour moi, cette histoire-là. Enfin voilà, donc il est, oui, en grande difficulté. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il est plus lourd parce qu'au Racing, on lui demande de jouer centre et donc d'être plus costaud sur les impacts? C'est une question. Après, la préparation du physique du rugby à 7 est très spécifique et permet d'avoir une explosivité, une vitesse Je pense qu'apparemment son retour à 15... Vakatawa était suffisamment puissant et voilà, et avait suffisamment d'impact physique à 97 ou 98 kilos pour pas en rajouter 3 qui me semble superflu. Après, c'est pas la seule... Peut-être que lui, il est bien dans son corps comme ça, j'en sais rien. Mais on voit même plus les petits trucs qu'il apportait, même en n'étant pas très bon le dernier tournoi, parce que les 6 nations l'année dernière, il était aussi... décevant, je crois, quand même. Mais voilà, on voyait toujours essayer d'aller chercher un ballon dans un ruck, toujours au moins réussir 1 ou 2 passes après contact. Là, t'as l'impression qu'il gagner des duels de manière sèche et définitive, quoi. Aujourd'hui, il est toujours rattrapé. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Il gagne pas le duel. Ouais.
il est en difficulté sur le jeu aérien aussi. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais on a beaucoup parlé des 41 temps de jeu des Irlandais. Et il y a une action qui est sur cette séquence-là. C'est la transversale au pied de Sexton qui est décisive parce qu'elle permet aux Irlandais de remonter sur l'aile de Vakatawa où il est transparent, c'est-à-dire qu'il ne prend ni Earls ni le ballon. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est un défaut récurrent chez lui. Non, ça pose vraiment beaucoup de questions. Après, est-ce qu'il est aussi plus surveillé peut-être par les défenses adverses qui le connaissent davantage maintenant ? Ce sera... Je reviens à Thomas. Ce qui va arriver à Thomas. Ça risque de lui arriver maintenant. Voilà. Bref, clairement, il a perdu beaucoup de points et je serais étonné qu'il soit réaligné face à l'Italie la semaine prochaine. Ok, pour finir, on va s'intéresser à Clive Woodward, le sectionnaire des Anglais, champion du monde 2003, s'est un peu lâché sur Twitter hier, après Écosse-France. Je cite en français, même si mon accent anglais est quand même vraiment... On traduira de nous-mêmes. Très séduisant. Je sens que tu as envie que je le fasse en anglais, Alex. J'aimerais, mais je pense que tu te souviens plus comment ça se dit tout ça en anglais. Ouais. Donc, c'est la pire équipe de France que je n'ai jamais vue, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, avec autant de bons joueurs, il joue à l'envers. Alors, nonobstant le fait qu'il est peut-être un peu chafouin de l'équipe de France, vu qu'il a postulé à sa tête en 2015 et qu'on lui a poliment demandé d'aller voir chez la reine si on y était, il a raison, Clive Woodward, on est vraiment face à une équipe de France la pire de toute l'ère Woodward. Moi hier et la semaine dernière, j'ai pas vu la pire équipe de France de l'histoire ou les 2 pires matchs de l'équipe de France de l'histoire. Donc, visant ces 2 matchs, je dirais non. Visant l'année écoulée, bon, on n'était pas là en 1930, 50, 60. Et Woodward non plus. Et Woodward non plus. Non, mais après, il y a un truc tout bête, c'est le constat chiffré. 8 matchs sans victoire. De l'ère professionnelle, j'en suis certain, ça n'a jamais existé. Je pense qu'il faut remonter à avant-guerre, effectivement, pour retrouver une telle disette. Donc, de ce fait-là, il a raison. Ça peut être... on peut penser que c'est la pire équipe de France de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'avec autant de bons joueurs, elle soit si faible. Ça rejoint ce que disait l'ami gallois de Clément, mais ça rejoint aussi ce que dit un peu Johnny Beattie dans l'interview qu'il a donnée à Aurélien hier soir après le match, qui est super intéressante. Oui, mais il part d'un constat simple. En fait, lui, c'est un international écossais, donc il n'est pas né pour gagner des matchs internationaux. Mais pourtant, il a participé à une aventure collective qui a appris à l'Écosse à gagner des matchs. Et il a vu que, ce qu'il dit dans le journal ce matin, c'est: je comprends pas, en fait, c'est pas logique, c'est pitoyable pour le rugby français que nous, l'Écosse, avec 75 joueurs professionnels et 2 clubs, on soit capable de vous battre, vous les Français. On devrait toujours perdre contre vous. Sauf que l'équipe de France, quand je la vois jouer actuellement, je vois une équipe qui joue pas ensemble. Quand nous, l'Écosse, on a un collectif, on a un jeu structuré. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont battu les Bleus hier. C'est en faisant rien d'absolument phénoménal. Ok, ils ont peut-être 1 ou 2 joueurs qui sortent du lot vraiment, qui sont des joueurs de classe mondiale. Mais on n'a pas vu faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, non, Clément? Non. Comme disait Beattie, il suffisait de garder le ballon et vous vous mettiez à la faute, quoi. Voilà, et donc ça donne... Ils ont joué à l'irlandaise sur la fin. C'était quasiment que des beaucoup de jeux autour, des enchaînements de temps de jeu. Temps de jeu à une passe. Ouais, et puis ils attendaient que un avant français soit hors jeu, qu'il gratte un ballon qu'il fallait pas gratter, que l'indiscipline reprenne le dessus. Et c'est sans faire 60 temps de jeu, quoi. C'était 5-6 temps de jeu. Quand les Français, au bout de 2-3 temps de jeu, rendaient le ballon. Et donc voilà, c'est ça, c'est son impression, c'est que cette équipe de France, depuis longtemps, joue par à-coups et pas en équipe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit finalement avec l'exemple des Écossais, mais c'est aussi celui des Gallois, celui des Irlandais, c'est que quand on est une nation pauvre en joueurs, et c'est presque le cas aussi des All Blacks, parce qu'ils n'ont pas un réservoir non plus, c'est 4 millions d'habitants la Nouvelle-Zélande, donc je ne sais pas combien de licenciés, mais quand on a un réservoir limité en joueurs, ça oblige à avoir des idées, ça oblige à se structurer, à être organisé, à réfléchir, à structurer ses équipes. Et nous, on a un rugby riche,
avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de licenciés. Et en fait, on est un peu dispendieux, quoi. C'est-à-dire qu'on change de joueur, on réfléchit pas de sélectionneur, on réfléchit pas à un projet commun entre les clubs et la fédération, où on a trop tardé à y réfléchir. Et aujourd'hui, on perd contre l'Écosse, et c'est tout à fait logique, en fait. Aujourd'hui, on n'est même plus... Il n'y a plus de surprise, en fait, parce qu'on sait qu'on n'est plus organisé à la manière de ces nations-là qui, elles, ont tout prévu, ont tout calé, quoi. Au-delà de Woodward, c'est quand même l'ensemble des acteurs du rugby mondial qui c'est même pas qui s'interroge, c'est qui constate le lent et inexorable déclin de l'équipe de France. Après les tests de novembre et le match nul contre le Japon, j'avais écouté une interview d'Eddie O'Sullivan, ancien sélectionneur de l'Irlande. Il avait employé le mot débrailler. L'équipe de France allait débrailler, et c'était un bon résumé, quoi. Une équipe en guenilles dont on voit pas bien où elle veut aller, où elle va. Et voilà. Et je pense qu'il y a un peu de... Il y a même un peu de tristesse peut-être de la part des des anglo-saxons, parce que ils compatissent. Ouais, parce que je pense qu'ils aimaient bien avoir une équipe de France qui pouvait rivaliser aussi avec eux. Ça a quand même fait des... Aujourd'hui, on est l'Italie, quoi. Donc c'est dommage d'en être arrivé là. Je crois que je lisais ce matin que on est toujours 10e mondial. Ça va, on n'a pas perdu de place, mais que le Japon est à 0,04 points derrière nous. Que si ça... Ouais. Donc voilà, on va peut-être sortir du top 10 mondial. Bon, tout va bien. Oui, juste derrière nous, il y a le Japon et la Géorgie, donc ça commence vraiment à sentir la deuxième division. Après le match nul contre le Japon, je disais en plaisantant, mais d'ailleurs c'est pas du tout une plaisanterie, demain si on va à Tbilissi, je pense qu'on peut perdre. Non mais sérieusement, si demain on va jouer à Tbilissi, qu'est-ce qui nous garantit qu'on peut aller gagner à Tbilissi ? Je pense qu'aller gagner à Tbilissi, c'est quand même beaucoup plus difficile que de battre le Japon sur synthétique à Nanterre, quoi. Sous la neige, avec des ours blancs. Après, moi, ce qui souvent me... Voilà, nous, ici, on se permet de dire que cette équipe de France a un niveau quand même inquiétant, mais est-ce que les internationaux français, le staff de l'équipe de France, est lucide sur son propre niveau ? Parce que les Écossais, ils savaient qu'ils étaient nuls pour construire petit à petit leur méthode pour gagner des matchs, leur groupe de joueurs... Voilà, ils savaient, il y avait un constat de base, on n'est pas très bon, pour être meilleur, on va faire ça. Quand on entend parler les joueurs français, le staff de l'équipe de France, je ne sais pas si c'est un discours de façade, mais tu as l'impression qu'ils disent non, mais on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas si loin, et il ne manque pas grand-chose. Est-ce que s'ils posaient à un moment, on est des pipes, et on recommence à zéro, perdre contre l'Écosse, c'est normal, on ne peut pas être favori contre eux parce qu'on est en retard, est-ce que ça ne permettrait pas déjà... Toi, si tu es lucide sur toi-même, tu as peut-être plus de chances de repartir de l'avant qu'à toujours dire « Ah, mais merde, quand même, on n'est pas si mauvais que ça, c'est pas possible. » Si, ils sont si mauvais que ça aujourd'hui. C'est vrai, à l'intérieur du groupe, je pense qu'effectivement, cette idée qu'il faut être lucide sur le niveau de l'équipe de France n'est pas présente, mais je pense que c'est aussi le cas chez tous les observateurs, chez beaucoup d'observateurs du rugby français, journalistes, consultants, anciens internationaux. Aujourd'hui encore, on a l'espoir, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais l'espoir de Grand Chelem, ou beaucoup de phrases genre « c'est pas digne de l'équipe de France, on est quand même la France, une grande nation du rugby mondial ». En fait, non. Il faut évacuer cette idée-là, je crois. Parce qu'elle elle trompe tout le monde, elle fait penser que... je pense que quand même ça a changé depuis 2015. Quoi. La défaite contre les All Blacks en quart de finale a quand même sonné comme une prise de conscience, quand même, malgré tout. Mais je trouve qu'il y a toujours un peu de prétention, l'impression que ça peut revenir. On est la France, mais la France... C'est plus ce que tu dis est important, Aurélien, parce que c'est encore un discours qui, d'ailleurs, ça ulcérait notre confrère Renaud hier, Bourrel, d'entendre Brunel dire on n'est pas très loin. C'est à la fois vrai dans le sens où, comme on le disait, on a perdu 2 matchs de très peu, et en même temps c'est une phrase que Noves a beaucoup utilisée, et qui est alors soit c'est la méthode Coué en façade auprès des journalistes, qui peut se comprendre, voilà, et lui qui veut rester sur un discours positif, rester sur un discours positif, soit c'est un grand leurre. Et vraiment, oui, parce que certes, on était peut-être pas très loin de gagner ces 2 matchs, mais il y a tellement d'erreurs, tellement de choses dans ces 2 matchs qui nous montrent qu'on est très loin de la maîtrise collective des Irlandais, que l'on est très loin de la maîtrise collective des Écossais à certains moments, que il faut vraiment se réveiller, quoi.
je conclue juste avant que tu coupes la parole à tout le monde. Il y a une phrase qui revient régulièrement de l'intérieur du groupe France, qui dit, c'est plusieurs joueurs qui disent « certains ne se rendent pas compte », en parlant des joueurs de l'équipe de France. Et en fait, cette phrase, elle est lourde de sens et on peut l'interpréter de plein de manières, mais dans certains ne se rendent pas compte, effectivement, il y a le côté certains ne se rendent pas compte de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui, de ce qu'il faut mettre en place. Certains ne se rendent pas compte de ce que c'est l'exigence d'un niveau international. Certains ne se rendent pas compte de tout un tas de choses. Et cette phrase est quand même, comme elle revient en plus beaucoup, et je crois que, si je me souviens bien, Guillaume Garado, après France-Japon, à la télé, avait plus ou moins dit ça au micro de France 2. Voilà, je pense que c'est une phrase importante. Il faut se rendre compte, en fait. Bon, moi je me rends compte qu'on va être très très long, donc on va terminer sur vos conseils pour le week-end prochain. C'est retour à la maison avec la 17e journée de Top 14. Quel match vous nous conseillez de ne pas rater, les garçons de l'équipe? Bon, il y a Racing La Rochelle, c'est quand même une affiche pas mal sur synthétique. La Rochelle sur synthétique, ça peut valoir le coup, surtout s'ils sont bien reposés, s'ils sont remis à l'endroit après leur début de leur hiver difficile. À suivre. Ok, Aurélien? Il faut regarder ailleurs. Il y a le Super Rugby qui reprend ce week-end. Regardez l'hémisphère sud, ça peut vous donner un peu de soleil déjà parce que c'est l'été là-bas et en plus ce sera du beau jeu. Très bien. Lyon-Clermont pour voir la charnière Couillou-Boxis en club. Ah, tu penses que Boxis va pas revenir, toi? Non, j'en sais rien. C'est une grande question, franchement. Il n'a pas marqué beaucoup de points hier. En tout cas, il n'a pas imposé son retour comme quelque chose d'évident. Donc, voilà, sachant que des internationaux pourraient jouer ce week-end avec l'autorisation de Jacques Brunel. Quelques-uns. Eh bien, merci messieurs. C'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Aurélien Bouisset et Alexandre Bardot. Merci à Quentin Bresson à la technique. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine.